C'est la deuxième audition d'un cycle d'audition qui concerne la multipropriété des clubs de football. L'idée, c'est d'avoir une proposition de loi qui soit transpartisane, avec pourquoi pas la possibilité d'être majoritaire lors d'une niche d'un des groupes qui pourrait la présenter. Tout simplement parce qu'il me semble que c'est un sujet sur lequel Monsieur David Guzman, qui est aujourd'hui auditionné, justement, peut facilement être transpartisan. La multipropriété, c'est un phénomène assez récent en foot. Euh, si on s'inscrit par rapport à l'histoire du football, mais qui s'accélère considérablement et qui, j'allais dire, s'accélère en lien avec la financiarisation du football. Pour ma part, c'est une proposition de loi qui m'est venue des supporters du Red Star, qui est le club phare de ma circonscription, et qui se sont inquiétés à partir du moment où il y a un fonds de pension 777 Partners qui a pris possession du club après avoir pris possession de Gênes, du Standard de Liège, du FC Séville, et puis d'avoir des intérêts dans d'autres clubs français. Et puis on s'aperçoit avec le Strasbourg que c'est aussi quelque chose qui se pose, puisque dans Ligue 1, près de la moitié des clubs sont dans le même cas, c'est-à-dire dans le cas de clubs reliés à d'autres clubs dans le monde, donc sous forme de multipropriété. Alors ça pose des problèmes de risque de fausser l'enjeu sportif, des problèmes de fausse concurrence, des problèmes liés un peu à aussi, j'allais dire, une hiérarchie définitive non plus basée sur, entre les clubs, non plus basée sur la valeur sportive, ni même sur une valeur sportive déformée par les budgets, mais qui pourrait être aussi déformée par des règles que se donnent les clubs entre eux. Voilà, un club qui est multipropriétaire d'un autre pourrait décider que l'autre agit en fonction de ses intérêts. Enfin, on voit bien toutes les dérives. Donc l'idée, c'est de voir en quoi on peut faire une proposition de loi dans ce cas, pardon, dans ce cadre, en sachant que il y a en théorie, et c'était l'objet d'une lettre que j'avais écrite à la ministre des Sports, il y a un article 131-15-1 du Code du sport qui théoriquement traite des conflits d'intérêts qui pourraient être opposés à cette question. Et puis on sait aussi que dans les règles de l'UEFA, ce qui se pose notamment bientôt peut-être pour Toulouse vis-à-vis du Milan AC, puisqu'ils ont les mêmes propriétaires, théoriquement interdit à un club, un même propriétaire d'avoir deux clubs dans la même compétition. Donc on verra bien les conséquences. David Glusman, vous êtes banquier spécialisé en financement structuré et chroniqueur football pour le 11e art. Vous avez notamment pris position sur la question de la multipropriété dans l'after-foot sur RMC Sport dans une émission titrée « La multipropriété va-t-elle tuer le football ?» Vous êtes alarmé que la multipropriété signe le règne du doute sur la sincérité des transferts, sur les résultats et les politiques sportives, ce qui est bien mieux dit que ce que j'ai dit dans mon introduction. Vous avez à côté de vous Marc Le Fur, qui est député républicain, membre également de la commission des finances, et François Piquemal à côté de moi, qui est député France Insoumise. Je précise d'ores et déjà qu'il y a des députés socialistes, d'autres députés républicains. Je crois même qu'il y a un député du MoDem qui déjà s'est déclaré intéressé. Donc j'ai bien l'intention que la plupart des groupes soient représentés dans cette proposition de loi. Voilà. Donc je vais commencer par des questions, puis mes collègues vont continuer après. Je voudrais d'abord savoir qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à cette question, pour aller vite. Ce qui m'a poussé à m'intéresser à cette question, tout d'abord, je suis banquier spécialisé en financement structuré. Mes contreparties, donc mes clients, sont des grands fonds internationaux. Je suis modestement joueur, suiveur, fan de football depuis mes 5 ans. J'ai 41 ans, donc ça fait 36 ans. Vous avez vu, les financiers en calculent assez rapidement. Mais quand j'ai vu certaines de mes contreparties, certains de mes clients investir au sens large le monde du football, ça m'a un peu mis la puce à l'oreille. Ensuite, concernant la multipropriété, je suis assez fan de foot anglais et j'ai vu le dommage de la multipropriété, excusez-moi, dans le cas de Watford. Watford, c'est un club qui est dans la banlieue de Londres, qui a historiquement été détenu par Elton John, donc c'est aussi pour ça que c'est un club qui a été assez connu, qui a été un des pionniers de la multipropriété dans la mesure où il est détenu par une famille italienne qui s'appelle la famille Pozzo,
qui détient l'Udinese, le club d'Undine, le club majeur du Frioul, et qui a aussi détenu Grenade. Quand j'ai vu le nombre de transferts entre ces deux entités, quand j'ai vu le montant des transferts entre ces deux entités, j'ai commencé à me dire que finalement, on parle beaucoup de produits football, on parle beaucoup de poule aux œufs d'or, mais cette poule aux œufs d'or, on est en train de la tuer, dans la mesure où la sincérité sur les budgets, sur l'activité financière, et même sur le résultat, sur l'aléa sportif même, était mise en danger. Car au final, comme vous l'avez très justement dit, monsieur le député Coquerel, la législation actuelle concernant la multipropriété, quelle est-elle? En 1999, parce qu'elle n'est pas si ancienne que ça, pas si jeune que ça, la multipropriété. Il y a eu un arrêt, une décision plutôt du tribunal arbitral du sport de Lausanne, en 1999, qui était l'arrêt ENIC. ENIC, c'est la holding qui détient actuellement les Tottenham Hotspurs, en Angleterre. À l'époque, ils détenaient les Rangers, Glasgow Rangers, Vicenza, ils détenaient Bâle, ils détenaient l'AEK Athènes, et ces clubs étaient qualifiés en Coupe d'Europe. Donc, l'UEFA a dû se baser sur cette réglementation pour interdire les clubs détenus par un même actionnaire de jouer dans la même compétition. Seulement, vous n'êtes pas sans savoir que le football le prix du football s'est accru. Pour vous donner une idée, le budget de l'Olympique de Marseille officiel de Bernard Tapie, quand ils ont gagné la première Ligue des Champions, c'était 280 millions de francs, donc 53 millions d'euros. Et ce serait actuellement le budget de 3 en première division. Donc c'est pour vous dire en fait combien ça coûte, pour parler un peu grossièrement, dans le football de gagner désormais. Il y a eu Mediapro, donc la faillite du diffuseur. Il y a eu le Covid, avec la suppression des droits télé d'une part et des droits de tout ce qui est billetterie. Donc les clubs de football sont en grand besoin de fonds propres. Donc quand on a besoin de fonds propres, on fait appel à ceux qui ont de l'argent. Et à l'époque où l'argent était peu cher, où les taux étaient négatifs, qui avait énormément d'argent? Les investisseurs américains et les gros fonds de pension, justement. Donc c'est ce qui m'a amené à combiner un peu mes deux passions. Je ne dirais pas jusqu'à dire que la finance est une passion, c'est mon travail et ma passion. Ok, donc du coup, moi je voudrais savoir quelles sont pour vous, à travers les exemples de clubs concernés, quelles sont les conséquences néfastes qu'il peut y avoir sur les clubs, sur les joueurs, sur les compétitions. Comment vous analysez ça? Le principal problème, c'est un problème de territorialité. C'est-à-dire que, prenez un club comme Strasbourg. Un club comme Strasbourg, c'est un club historique qui représente un territoire, qui a été longtemps détenu, qui a longtemps été un modèle actionnarial, puisque quand Strasbourg a fait faillite au tout début des années 2010, il a été repris alors, ce qui est le National 2 actuel, mais le CFA à l'époque, donc la 4e division nationale, par un groupement d'investisseurs locaux. À la tête, il y avait Marc Keller, donc, qui était ancien footballeur professionnel, ancien directeur sportif de Monaco, ancien joueur de West Ham, de Karlsruhe. Il y avait la famille Hermann, qui est une famille d'entrepreneurs et d'investisseurs immobiliers, mais locaux, donc qui était présent historiquement à Mulhouse et à Strasbourg. Il y avait Ivan Hacek, qui était un ancien international tchèque. Donc c'était ce pool d'actionnaires locaux qui représente un territoire, qui promeut d'ailleurs la culture du territoire, qui maintenant, désormais, va être vassalisé au profit d'un fonds d'investissement américain. Et bien évidemment, moi, j'aurais beau jeu de faire le procès des investisseurs américains, c'est mes clients. Je comprends complètement leur logique, et leur logique est respectable. C'est-à-dire qu'ils ne masquent pas leurs intentions. Ils viennent pour valoriser des actifs et pour acheter et revendre plus cher. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mission déguisée. Mais un club de foot, ce n'est pas une franchise de sport américain, on ne parle pas de marché quand on parle d'un club de foot. On ne va pas, par exemple, comme ça a été le cas pour le club de basket des Seattle Supersonics, si le public n'est pas au rendez-vous à Seattle, on ne va pas la bouger à Oklahoma. Le Strasbourg, on ne va pas le bouger à Saint-Denis parce qu'on a identifié qu'il y avait une niche commerciale à Saint-Denis. Donc il y a une vraie question de territorialité et d'identité. Lorient, un club qui est respectable, qui est très ancré dans son territoire. On voit d'ailleurs en fait des communications en langue bretonne, par exemple.
est devenu le vassal de Bournemouth. Bournemouth, c'est un petit club côtier qui a 2 fois moins de saisons en première division que Lorient. Donc c'est quand même assez amusant qu'un club, donc Bournemouth, qui a été monté quasiment de toutes pièces par Maxime Demine, qui était un magnat russe, un oligarque russe, se retrouve vassalisé et le vassal de Bournemouth, parce que on nous dit que juridiquement, c'est des clubs frères. Oui, dans l'organigramme, c'est des clubs frères. Mais écoutez, je suis financier, c'est l'argent qui parle, bien évidemment. D'accord, donc là, on voit bien les conséquences pour les clubs. On voit bien surtout les conséquences pour les compétitions. Est-ce que vous pensez que, par exemple, cette vassalité, elle peut fausser des compétitions, elle peut aller jusqu'à là? Alors, fausser des compétitions, il y a 2 aspects. Il y a l'aspect financier. Alors, je vais parler du joueur de foot comme un actif. J'espère que je ne vais choquer la sensibilité de personne, mais c'est ce qu'il est. Donc, c'est impossible de déterminer ce qu'on appelle la fair value en finance, mais la valeur juste d'un joueur de foot. Pourquoi? Parce que le joueur de foot, c'est un des seuls actifs qui s'échange dans une période donnée. Donc forcément, vous connaissez les périodes de mercato comme moi, plus on se rapproche de la fin du mercato, plus la rationalité des prix, la volatilité devient complètement dingue, puisqu'on se dépêche de, entre guillemets, faire son marché. Donc personne ne peut déterminer ce qu'est la valeur d'un joueur. On le fait tous au café du commerce, entre amis. Ah mais lui, il a été acheté trop cher, mais c'est impossible à déterminer. Mais ce qu'on peut faire dans le cadre d'une multipropriété, c'est par exemple acheter un joueur moins cher pour arranger le club qui est en haut de la chaîne alimentaire, ou l'acheter plus cher parce que le club qui serait au milieu de la chaîne alimentaire aurait des petits soucis de trésorerie. D'ailleurs, je vais donner le cas d'Hassane Camara à Watford et à Udine. Watford descend de première division en seconde division. Il vend Hassane Camara, qui est un honnête joueur de première division, 19 millions d'euros à son club filial, qui lui reprête gratuitement dans la foulée. Mais vous vous mettez à la place des concurrents de Watford. Vous dites, mais attendez, là, il y a quand même un avantage compétitif qui est absolument délirant. D'ailleurs, les clubs de Ligue 2 l'ont soulevé quand Nancy, qui est quasiment en faillite et qui fait partie d'une galaxie de multipropriété, est monté en deuxième division. Ostende, qui était le club en haut de la pyramide, a acheté des joueurs 5 millions d'euros à Nancy, complètement hors marché, mais encore une fois, qui sommes-nous pour dire que c'est hors marché, et l'a reprêté gratuitement à Nancy. Si vous êtes un autre club de Ligue 2 avec des moyens modestes, qui tirez le diable par la queue pour boucler votre budget, mais vous dites quoi? Mais vous dites, mais attendez, pourquoi moi je vais m'ennuyer à investir des millions d'euros, à me mettre en risque personnellement dans mon club, si à côté il y a des galaxies qui peuvent, par des jeux d'écriture comptable, gonfler artificiellement la solvabilité de mon concurrent? Mais dans un football français qui a un grand besoin de fonds propres et d'investisseurs, mais moi, si je suis investisseur externe, je regarde ça, je dis, mais moi, j'y vais pas, la compétition, elle est complètement faussée, j'ai aucun intérêt. Et pour les joueurs? Vous savez, les joueurs, au final, alors il y a énormément de joueurs, à part la précarisation, les joueurs d'en bas, c'est un peu les grands gagnants de la mondialisation du football. C'est-à-dire que vous vous battez, vous, à la NUP/France Insoumise, pour la répartition des fruits du travail. Les salariés dans les clubs de foot captent quand même la grande partie en fait, du revenu généré. Parfois, la masse salariale représente même est plus importante que le chiffre d'affaires généré. Je ne connais pas d'autres secteurs en fait où c'est le cas. Mais pour les joueurs, le principal risque, c'est de voir sa liberté de circulation amoindrie, car forcément, le joueur sera... Et d'ailleurs, c'est le cas en Australie avec les clubs filiales du Citigroup, où les joueurs sont baladés de filiale en filiale, un peu contre leur gré, car c'est un peu une prison dorée. On te dit, non mais attends, là tu fais partie d'une multipropriété, on te paye au-dessus du marché, mais par contre, il va falloir aller renforcer le club filial, les Yokohama Marinos au Japon, ou le New York Football Club aux États-Unis, ou d'autres clubs. Donc, après, pour moi, les deux risques principaux, les trois risques, c'est vraiment cette perte de territorialité, ce foot hors sol, et on risque vraiment de tuer la poule aux œufs d'or, l'équité des compétitions, et le manque d'attrait pour les investisseurs d'une compétition faussée financièrement. Et
très franchement, je ne sais pas si le foot et le foot français en général perd son attrait pour les investisseurs, mais c'est des dizaines de clubs qui vont faire faillite. D'accord. Avant de passer aux préconisations et donc de passer avant la parole à mes collègues, j'ai une autre question à vous poser, c'est que vous le dites vous-même, vous conseillez des fonds de pension. Je prête à des fonds de pension, ouais, je ne les conseille pas. Vous connaissez ce milieu, quoi. Parfaitement, c'est pour ça que je suis ici d'ailleurs. Alors, quels sont leurs intérêts? Parce que ce qui est étonnant, prenons le cas du Red Star, club de division inférieure, etc., Ouais. Qui, à mon avis, est loin un jour de rapporter de l'argent. Il faut demander à Patrice Haddad, mais je pense qu'il serait d'accord avec moi. Ah, ça, je pense, oui. Et c'est à peu près vrai du football en général, c'est-à-dire que ça coûte plus que ça ne rapporte. En tout cas, quel est l'intérêt de ceux qui font de la multipropriété et des fonds de pension de s'investir dans le foot? Alors, si vous me permettez d'être un peu plus large, il n'y a pas un type de multipropriété et il n'y a pas un but de multipropriété. Il y a quasiment autant de multipropriétés que de multipropriétaires. Donc, si vous me permettez de répondre d'abord sur la multipropriété, ensuite sur les fonds d'investissement. Parce qu'il ne s'agirait pas de faire un amalgame. Il y a les fonds d'investissement qui ne sont pas forcément multipropriétaires et la multipropriété. Alors, vous tombez bien, on ne s'est pas mis d'accord avant, mais c'est une passe décisive que vous me faites pour utiliser le langage footballistique. C'est ma spécialité en général. France Insoumise, altruisme, je me doute que ouais, vous ne jouez pas perso. Je connais, j'ai une technique hors pair. Même en but contre mon camp. Donc, la multipropriété, pour vous donner un chiffre, c'est 10 clubs sur 18 dans la prochaine Ligue 1 qui va commencer au mois d'août. Il faut distinguer au sein de cette multipropriété, c'est une chaîne alimentaire. Il y a les clubs qui sont en haut de la chaîne alimentaire, il y a les clubs qui sont en bas. En haut, nous avons 7 clubs en France qui sont en haut de la chaîne alimentaire, donc qui potentiellement peuvent influer sur le destin d'autres clubs. Et 3 clubs qui sont en bas. Je suis désolé, monsieur le député, mais il y a le vôtre, en fait, dans le cas de Redbird, qui détient Toulouse et le Milan AC. Sur les fonds d'investissement, j'ai réparti ces 18 clubs, j'ai un petit tableau qui est fait de façon complètement artisanale. L'actionnariat des clubs en France, c'est 11 clubs qui sont détenus par des personnes physiques, 5 par des fonds d'investissement, 1 par un fonds souverain, c'est bien évidemment le Qatar, et 1 par un industriel. Alors c'est Ineos, l'entreprise pétrochimique qui détient Nice. Il y a alors, Sir Jim Ratcliffe derrière, mais j'ai considéré que c'était industriel. Voilà. Donc, sur la multipropriété, il y a des multipropriétés, et dans le cas du Red Star, c'est ce qu'on appelle en finance l'effet portefeuille. C'est-à-dire que vous agglomérez un portefeuille, ou l'effet billet de loterie, en espérant qu'au moins un des actifs vous rapporte plus que votre mise, et en diversifiant les risques. Et comment vous allez le vendre? Ils vont, 777, ils ont des parts majoritaires ou minoritaires dans plusieurs clubs, ils vont aller voir un plus gros investisseur où ils vont essayer de coter le véhicule qui regroupe toutes ces participations en bourse, en espérant que les analystes disent « Ah, mais là, on a quand même une valeur d'actif assez certaine, et si un actif touche le gros lot, si un actif progresse vraiment sportivement, ça nous remboursera l'investissement général. » Mais très franchement, est-ce que, encore une fois, un club de foot, vous savez que s'il est inscrit dans le territoire, est-ce que vous avez envie d'être considéré comme un ticket de loterie, avec tout ce que le club de foot draine comme emplois locaux, comme emplois indirects, comme histoire mais ça, c'est justement la stratégie la plus répandue des multipropriétaires, c'est celle-là. Et ce n'est pas celle qui fonctionne, parce que pour vous donner 2 exemples très actuels, Nancy, qui était dans cette stratégie d'effet portefeuille, a été rétrogradé en National 2 et pas loin de déposer le bilan. Châteauroux, donc, qui fait partie d'une multipropriété, qui est au milieu, dont le club Amiral et Sheffield United, qui vient de monter en Première Ligue, est détenu par un investisseur saoudien qui ne veut pas faire face à ses obligations d'actionnaire, donc qui ne veut pas combler le trou. On s'achemine vers un dépôt de bilan. Donc, on y est dans l'effet portefeuille. Gérard Lopez, qui détient, entre guillemets, mon club, a laissé mourir l'Excelsior Moucron, en Belgique, parce qu'il ne rapportait pas assez d'argent. Donc, voilà, dans cette stratégie d'effet portefeuille, les clubs sont voués à être, alors, si je schématise, des vulgaires
billets de loterie. Après, il y a de la multipropriété heureuse. Brighton, qui est détenu par Tony Bloom, il a racheté l'Union Saint-Gilloise, où il y a des vraies synergies entre les clubs. L'Union Saint-Gilloise a été prise, qui bénéficie d'une énorme histoire, en deuxième division belge jusqu'à la Coupe d'Europe. Et il y a des vraies synergies entre les deux clubs. Et l'histoire est respectée. Mais parce qu'il y a un humain derrière. Tony Bloom, il est identifiable. Il n'y a pas un fonds qui a collecté de l'argent d'investisseurs institutionnels pour acheter des clubs. Enfin, alors moi, j'ai beau jeu de dire ça, je fais vraiment le banquier un peu gauche caviar, mais le foot, c'est une histoire d'homme. Je le pense sincèrement. Dans n'importe quelle entreprise, il faut que la tête soit identifiable. Enfin, vous le saviez mieux que moi. Donc, voilà. Ça, c'est un des principaux risques de la multipropriété. Après, pour revenir sur les fonds d'investissement, comment ils veulent faire de l'argent, eux, leurs calculs, et j'ai parlé avec certaines de mes contreparties qui ne, moi je suis pas en lien direct avec ceux qui gèrent l'investissement footballistique, mais eux, leur stratégie, qu'est-ce que c'est la stratégie d'un fonds d'investissement? C'est un spectre d'investissement de 5 à 7 ans, on accroît la valeur de l'actif et la génération de revenus, et on revend. Sauf que le football est assez taquin et que les cycles de football ne correspondent pas forcément avec les cycles d'investissement. Les cycles de droit télé sont beaucoup plus courts. Le cycle d'évolution d'un joueur est parfois beaucoup plus court ou beaucoup plus long. Il y a l'aléa sportif. On peut descendre en Ligue 2 et réduire drastiquement la génération de revenus. Donc ça, c'est leur stratégie. Très franchement, moi, je ne prêterai pas d'argent à un fonds d'investissement pour investir dans le foot. Mais écoutez, eux, ils parient sur une explosion des droits télé, qui n'est pas forcément confirmée dans les faits. Si vous regardez bien, les droits domestiques partout en Europe ont tendance à ralentir, et sur une explosion du prix des joueurs. Mais est-ce qu'avec les nouvelles règles prudentielles de l'UEFA, les clubs vont continuer à dépenser des sommes folles? J'en suis pas forcément sûr. Marc, tu veux poser une question? Oui. Vous ranimiez après. Alors déjà, merci pour cette initiative, et tout ça est passionnant, on apprend de tas de choses. Mais je reviens quand même sur la question de notre président. Est-ce qu'il y a des exemples de gains significatifs? Des pertes, on en entend parler, des faillites, on en entend parler. Est-ce qu'il y a des exemples de gains significatifs? Alors, on a parlé du PSG à un moment donné, on a parlé de Lorient à un moment donné. Est-ce qu'il y a d'autres clubs qui ont ça? Deuxièmement, alors c'est toujours le problème de la réglementation en France. On est mondialisé, on est soumis à une concurrence, on a demain des adversaires que nous rencontrerons dans les compétitions européennes. Si nous bridons d'une manière ou d'une autre, on risque de porter préjudice à des clubs qui seront confrontés à d'autres clubs qui, eux, n'auront pas ces réglementations envisagées. Troisièmement, moi je suis frappé dans ces affaires de sport par la comparaison entre l'Europe et les États-Unis. Les États-Unis nous apparaissent, vu en particulier de mes collègues de la NUPS, comme les parangons de libéralisme, etc., etc. On s'aperçoit qu'en matière de sport, l'Europe est autrement plus libérale que les États-Unis. Le domaine du basket, par exemple. Un joueur qui sort, un jeune joueur, on lui dit « t'iras dans tel club ». Parce que tel club, t'es le meilleur de ta génération, et tel club, il est dans les derniers de la Ligue, etc. etc. C'est complètement aberrant dans le système européen, je veux dire. Alors, c'est pas la première fois que les Américains disent qu'ils sont libéraux et qu'ils ne le sont pas en fait. Hein, c'est assez classique. Mais là c'est... Alors, dernière question. J'en ai plein, Monsieur le Président, pardonnez-moi. Vas-y, Marc. Vas-y. Dernière question. Le sujet de l'actualité immédiate, c'est pas l'achat des joueurs par les clubs européens, c'est le départ de nos grands joueurs, c'est vrai en fin de carrière, vers des clubs saoudiens, le monde du Moyen-Orient, etc., etc. Alors comment tout ça intervient? Le vrai argument, moi, que je retiens, c'est que dans une compétition, on peut difficilement imaginer un même propriétaire exerçant, participant à une compétition au travers de 2 clubs ou de 3 clubs. Voilà. Tant qu'ils ne sont pas dans la même compétition, ça va arriver. Finalement, bon, ça ne pose pas de problème d'éthique, ça pose un problème, regarde la conception qu'on peut avoir du rapport avec le foot et l'argent, etc. Mais ça ne pose pas de problème d'éthique. Là, ça pose un problème même de fair play du sport, quoi.
Pardonnez-moi pour ces questions un peu brouillonnes. Non, non, elles ne sont pas du tout brouillonnes, et elles sont vraiment toutes légitimes. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai fait modestement une intervention dans un média, c'est des questions qui reviennent. Donc vos inquiétudes sont très globalement partagées. Concernant le gain financier, alors, il y a en Ligue 1, puisqu'on est ici dans un cadre franco-français, il y a deux exemples qui me viennent de gains financiers. C'est justement l'actionnariat populaire de Strasbourg, qui a vendu au consortium Blueco, qui est formé de Todd Boehly et d'un fonds d'investissement. Après, je suppose que Loïc Ferry, qui est actionnaire de Lorient, qui est un fonds d'investissement qui s'appelle Chenivari, qui est basé à Londres, quand il a vendu une part croissante de Lorient à Bournemouth, donc à Bill Foley, qui est déjà un investisseur américain qui est déjà propriétaire de franchise aux États-Unis, il a dû s'y retrouver financièrement. Il n'est pas obligé de dévoiler les montants exacts de la transaction, mais c'est deux. Alors, ils ont gagné de l'argent, mais c'est deux groupes investisseurs qui ont pris des risques, qui ont investi dans les infrastructures. Par exemple, Loïc Ferry a modernisé, a créé ex nihilo le centre de formation à Pleuhermel de Lorient. Donc, c'est quelqu'un qui alors, les ordres de grandeur sont parfois grands, mais qui a rémunéré sa création d'emplois, sa création de valeur et son bon travail. C'est quelque chose qu'on peut entendre. Et surtout qu'il avait une approche patrimoniale et pas une approche vraiment financière. Concernant les fonds d'investissement, en fait, le cycle est trop tôt, est encore trop court, parce que c'est un cycle de 5 à 7 ans pour savoir s'ils sont sortis par le haut. Très franchement, je n'ai pas encore d'exemple. J'ai plus d'exemples malheureusement à Bordeaux avec King Street et Fortress, où ça a été ce qu'on appelle en finance un bain de sang. Donc voilà, les clés. Après, il y a aussi un intérêt réputationnel à investir dans le football avec des gains indirects, avec du sports washing. Vous êtes l'un comme l'autre, je pense, au courant ou plus ou moins au fait des visées d'un fonds souverain quand il investit dans le sport. Donc le gain est souvent indirect. Concernant la compétition, c'était votre deuxième point, par rapport à nos voisins. Si déjà d'une, le but initial de la multipropriété, et là je ne fais que citer le président d'un club, l'Estac 3, qui est un club multipropriétaire, qui appartient au Citigroup, donc à Abu Dhabi, qui nous a dit « Ah, mais vous savez, la multipropriété, c'est pas uniquement pour des visées d'ajustement comptable, c'est pas justement pour s'échanger des joueurs, c'est aussi pour combiner des départements marketing, la trésorerie, le scouting, qui est le recrutement des joueurs, les méthodes d'entraînement. » Donc, en fait, très franchement, et là j'anticipe un peu les préconisations, mais si dans ce cas-là, c'est pas pour s'échanger des joueurs, mais pourquoi ne pas limiter ou interdire le nombre de joueurs autorisés à s'échanger au sein même d'une multipropriété? Puisqu'on peut les prendre en fait à leur propre jeu, en disant, mais écoutez, vous votre multipropriété, très bien, mais si vous nous dites que c'est pas pour vous échanger des joueurs, ben on va interdire ça en fait, puisque c'est pas ça, ce serait quelque chose qui serait entendable. Ensuite, concernant, et après pour la compétition par rapport aux autres ligues, je pense sincèrement qu'on peut avoir, alors moi je vais même aller plus loin, mais je sais que c'est difficilement entendable, des mesures financières, fiscales, incitatives pour attirer des investisseurs avec des règles de contrôle, notamment sur la provenance des fonds, sur l'utilisation des fonds sérieuses, pour combler ce manque de fonds propres, sans forcément s'en remettre aux mains d'investisseurs extérieurs ou de multipropriétaires. Pour vous donner un exemple, vous connaissez tous la règle, ou je ne sais pas si vous la connaissez, la règle du 50+1 en Allemagne, où, voilà, pour vous expliquer, en Allemagne, ils ont été assez fermes, c'est qu'un club ne peut pas être détenu majoritairement par un investisseur extérieur. C'est l'association qui doit être majoritaire. Donc, le coût financier d'un retour en arrière en France serait bien trop important, mais on peut imaginer, dans le cadre de la DNCG, dans le cadre de la fédération, un encadrement plus ferme, dans le cadre de reprise de club, une étude plus poussée de la solvabilité,
de la pérennité du plan de trésorerie en cas de reprise de club, et surtout, pour une fois, je pense que le football français peut être novateur en quelque chose, en fait. Au lieu de faire comme les autres, on peut être novateur en quelque chose, de dire, écoutez, nous, messieurs les investisseurs, on a besoin de vous. On ne va pas dire qu'on n'a pas besoin de vous, parce que de toute façon, les pouvoirs publics et le mécénat, le prix du football est tel que le mécénat est impossible, mais si vous venez, vous allez venir avec... Il faut savoir que chez nous, il y a des règles qui garantissent non pas la non-compétitivité, mais la pérennité de nos clubs, et ces règles, après, elles peuvent être discutées. Mais l'investissement dans nos clubs peut et doit être encadré. Donc ça c'est... Et je comprends en fait que ça peut être qu'on peut voir ça comme un avantage, un désavantage compétitif. Mais très franchement, la Première Ligue, monsieur le député, elle est trop loin. C'est-à-dire qu'il y a une expression en anglais qui dit c'est chasing shadows, c'est pourchasser des ombres. Ils sont trop loin, la Première Ligue. On peut grossir, mais peut-être à notre rythme et autrement, de façon plus raisonnable. Inventons quelque chose, au lieu de toujours mal copier les autres. Concernant la Ligue américaine qui serait soviétique, je suis complètement d'accord. C'est, je ne sais pas si vous connaissez... Il n'a pas dit tout à fait ça. Mais c'est ça. Mais c'est ça. Mais c'est ça, c'est du collectivisme. C'est-à-dire que les revenus sont centralisés puis distribués équitablement. Il y a un espèce d'organe central qui gère la Ligue, qui attribue les franchises, qui répartit les joueurs. C'est exactement ça. Sauf qu'on oublie que... alors, en plus, eux, ils vont encore plus loin, parce qu'ils viennent de l'assouplir, mais ils avaient une loi qui interdisait les fonds d'investissement et les fonds souverains dans le capital des franchises. Ils viennent de l'assouplir, et 2 jours après l'assouplissement, il y a le Qatar qui s'est engouffré dans la brèche et qui a pris en fait une des participations sur des franchises à Washington. Mais en basket, foot américain, baseball. Ouais. Et si vous voulez, ce côté collectiviste, il ne fonctionne que parce qu'ils n'ont aucun problème de financement. Ils ont un nombre de milliardaires absolument effarant, et le fait est que ces milliardaires investissent dans le sport. Donc en fait, eux, ils ont beau jeu d'être collectivistes, parce qu'ils sont collectivistes avec des dizaines et des centaines de milliards. Moi, je pense que... et surtout que c'est une ligue fermée. C'est une ligue fermée avec des franchises qui ne peuvent pas disparaître, donc la valeur des franchises est énorme, parce qu'il n'y a pas ce risque de disparition. Et franchement, être collectiviste quand on a des revenus qui croissent de façon exponentielle depuis des dizaines d'années, oui, bon, d'accord. Mais vous savez, en France, moi je veux bien qu'on soit collectiviste, mais si on est collectiviste avec rien à distribuer, ce sera un peu, enfin, c'est un peu plus compliqué. Non, mais après, dans le foot, enfin, là, ce que vous dites, par contre, mais c'est pas le sujet de mon intervention, mais une répartition plus juste des droits télé, de ce qu'on appelle le prize money. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Et, même entre la Ligue 1 et la Ligue 2, d'ailleurs. Et le National 1, la professionnalisation du National 1, c'est-à-dire que, regardez, le pays le plus libéral, alors je ne sais pas s'ils sont encore considérés comme européens, mais c'est le Royaume-Uni. Ils ont la répartition des droits télé la plus équitable, la clé de répartition la plus resserrée en Europe. Ils ont même quasiment 5 divisions professionnelles. Le National Conference est quasiment professionnel. Et qui a le produit le plus attractif? Qui vend ses droits télé de plus en plus cher au fil des appels d'offres? Mais c'est les Anglais. Ils ont compris que maintenant, la clientèle est globalisée et que pour qu'un Indien, un Chinois, un Bengali regarde Leicester West Ham, donc 2 clubs de bas de tableau pour ceux qui ne sont pas au courant du foot, il faut qu'il y ait des joueurs qui donnent envie de regarder Leicester West Ham. Donc il faut une répartition juste des droits télé. Regardez la MAN CVC, la société, le fonds d'investissement qui a investi dans les droits commerciaux de la Ligue 1. Il y a 200 millions d'euros qui sont garantis pour le PSG, qui n'a globalement pas besoin d'argent. Il y a 90 millions d'euros pour l'OM et Lyon, 80 millions d'euros pour Lille, Nice, Rennes et un club qui m'échappe, et 33 millions pour le reste. Mais attendez, mais bien sûr, mais quel produit, quel championnat vous voulez après ça? Et on s'étonne que personne ne regarde la Ligue 1 en disant oh, mais de toute façon Paris va finir champion avec 15 points d'avance.
Attendez, enfin, c'est comme si enfin, on le voit aussi, c'est comme si vous taxiez la première tranche à 2% et qu'après vous dites ah ouais, mais franchement, ils se sont quand même bien mieux habillés que ceux. Enfin, ça n'a aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens. L'impôt sur revenu, c'est ce qui se passe. Oui, oui, enfin, avec les. Mais vous voyez ce que vous voyez ce que je veux dire. Ça n'a absolument aucun sens. C'est-à-dire qu'il faut savoir perdre maintenant pour gagner plus tard. Alors, vos deux points finaux, je suis désolé, j'accélère un peu. Moi, très sincèrement, le championnat saoudien, je le vois comme une énorme opportunité de se délester en fait de joueurs à gros salaire, un peu âgés. Et très franchement, si un joueur de 24 ans préfère aller jouer à Al Nasser plutôt que d'avoir une carrière évolutive, bon voyage, je suis prêt à l'accompagner à Roissy ou à n'importe quel aéroport international qui fait la liaison avec Riyad. Et ensuite, sur les problèmes d'éthique, on va y venir parce que la législation actuelle, c'est l'arrêt Red Bull sur la multipropriété, qui retient la notion d'influence non décisive. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un club n'a pas une influence décisive dans la gestion d'un autre club, ces deux clubs peuvent jouer la même Coupe d'Europe. C'est l'arrêt Red Bull. Mais le problème, c'est pas de savoir si le CEO, enfin le PDG de l'un est PDG de l'autre, ou si le directeur marketing de l'un négocie les contrats sponsoring de l'autre. La question, c'est de savoir si demain il y a des problèmes financiers, qui paye? Qui sort l'argent? Et là, dans le cas de Red Bull, c'est plus Dieter Manesich qui est décédé, mais c'est Red Bull. Dans le cas de Redbird, vous êtes supporter toulousain. Oui. Si demain Toulouse a des problèmes d'argent, qui va sortir? Vous allez voir Redbird. Donc, si Milan a des problèmes d'argent, ils vont voir qui? Ils vont plus voir Berlusconi, ils vont voir Redbird. Donc, le fait est que vous êtes liés, puisque le bailleur de fonds, quand un enfant a des problèmes d'argent, la première personne vers qui il se retourne, c'est son père, c'est sa mère, c'est ses parents. Donc, c'est le même bailleur de fonds. Donc voilà. Donc cette législation, sous couvert de continuer à légiférer et à réduire la multipropriété, un peu un écran de fumée. Voilà. J'espère que j'ai répondu à vos différentes interrogations. Tu me posais des questions, François? J'en ai d'autres. Aucun problème. Éteignez votre micro. Bon, déjà, merci à vous de toutes les explications. Il y a beaucoup de questions qui ont été posées. Qui complète les interrogations que j'avais, mais on va prendre le cas de Toulouse. Enfin, j'aimerais bien aussi avoir votre analyse sur ce qui s'est passé à Bordeaux, du coup, parce que je pense que c'est assez symbolique. Et Toulouse est détenu, donc le TFC est détenu par Redbird, qui a également l'AC Milan. Je ne pense pas qu'il y ait de troisième club, à ma connaissance. Voilà. L'AC Milan est qualifié pour la Champions League. Toulouse pour la Coupe de l'UEFA et l'Europa League, pardon. Je suis encore dans, j'ai un petit train de retard. Des villes de foire, ça va. Ça va. Ni la Coupe des coupes. Donc pour l'Europa League, et on sait qu'il doit y avoir une décision pour savoir. À l'heure actuelle, les supporters du TFC ne savent toujours pas si on va disputer la Coupe d'Europe. Et il doit y avoir une décision de l'UEFA courant l'été. Mais imaginons que dans 2 ans, les deux clubs se retrouvent en Champions League, ce que je souhaite au TFC en tout cas, et je ne sais pas, en finale de la Champions League, est-ce qu'il y a des réglementations, des choses qui sont prévues dans ces cas-là, quand 2 clubs d'un même propriétaire se retrouvent dans une phase finale décisive, et on peut imaginer que pour divers intérêts, ils tendraient à privilégier l'un plutôt que l'autre. Vous avez regardé la série Netflix sur le Tour de France, non? Allez-y, mettez le scénario. Alors, la première chose concernant Bordeaux, c'est exactement ce que je disais en préambule, c'est-à-dire que les fonds d'investissement, la plupart du temps, mais bon, c'est pour les côtoyer au quotidien, c'est quand même des gens très intelligents qui apprennent de leurs erreurs, ou en tout cas qui apprennent des erreurs des autres, surtout. Ils ont investi dans le football sans avoir aucune idée du milieu du football. Absolument aucune idée. Un fonds d'investissement, généralement, quand ils découvrent un marché, ils embauchent ce qu'on appelle un operating manager. Alors, je suis vraiment désolé de l'anglicisme, mais c'est vraiment comme ça que ça s'appelle. C'est-à-dire qu'ils embauchent quelqu'un ou un asset manager, un gestionnaire d'actifs, si vous voulez, qui va gérer l'investissement
au quotidien, se rémunérer avec un système de fees, pour s'assurer que l'investissement est fructueux. Quand ils sont arrivés à Bordeaux, déjà l'actionnaire qui n'avait absolument aucun passif, ni passe, enfin, il a du passif, il en avait, mais pas de passé dans le football, le closing, donc le bouclage de l'opération a été repoussé 2 fois. C'est des gens qui sont venus en catastrophe, qui ont investi des sommes démesurées, qui n'ont pas du tout valorisé le club et qui avaient un plan absolument délirant. Dites-vous que King Street, l'un des 2 fonds donc, qui était investisseur avec Fortress, s'était garanti un dividende de 10 millions d'euros par an. Pour vous donner une idée, Bordeaux perdait entre 10 et 15 millions depuis 20 ans. Comment vous pensez que du jour au lendemain, un club qui perdait de 10 à 15 millions va pouvoir vous garantir un dividende de 10 millions d'euros par an? À un moment donné, enfin, c'est-à-dire que c'est juste des mathématiques. Eux se sont laissés... C'était le miroir aux alouettes. C'était l'époque où on parlait du milliard de droits télé. C'était l'époque où les salaires explosaient, où les indemnités de transfert explosaient. Et vous savez, un fonds d'investissement, sur quelle base il prend une décision? Il y a quelqu'un qui leur présente une présentation PowerPoint de 25 pages, 25 slides, moi j'en vois toute la journée, avec des graphiques dont les données sont bonnes, hein, mais ils prennent bien souvent leurs décisions là-dessus. Qu'est-ce que c'est pour un fonds d'investissement qui a 75 milliards sous gestion, un investissement de 30-40 millions d'euros dans les Girondins de Bordeaux? Pour eux, c'est pas énorme, mais pour un club, pour une région, c'est gigantesque. Donc c'est aussi cette notion de ne pas être équipé, mais la DNCG, on n'a pas donné les moyens à la DNCG de faire son travail. Car la DNCG, en cas de reprise, elle n'a une visée consultative. Donc on n'a pas donné à la DNCG les moyens de faire son travail, ce qui constitue un accident industriel. Concernant votre deuxième point, sur la législation, première étape, arrêt unique 99, interdiction pour 2 clubs de jouer la même compétition. Adoucissement, Red Bull, comme je vous l'ai dit, influence non décisive. Et le problème, comme vous l'avez très justement pointé, c'est le doute. Je ne sais pas si on doit avoir à peu près le même âge, vous devez être un peu plus jeune, mais moi j'ai connu les finales ou les demi-finales de Grand Chelem entre les 2 sœurs Williams, entraînées par le père Williams. Il y avait toujours un voile sur le résultat. Red Bull Leipzig, Red Bull Salzbourg, demi-finale. Bon, au résultat, ce sera toujours teinté de doute. Demain, le Qatar au sens très large, le Cheikh Jassim, mais on sait très bien que tout remonte tout en haut au Qatar, rachète Man United. Manchester United, finale de Ligue des Champions, Manchester United PSG. Chaque but, chaque décision, chaque tacle sera mis en cause en se disant mais attendez, ok, d'accord, mais et si on n'avait pas demandé, et si, alors il y a 99% de chances que non, mais c'est ce doute, parce que le doute sur la véracité et l'authenticité de la compétition. Si on veut regarder quelque chose dont on connaît plus ou moins le résultat, ou si on veut regarder du spectacle, on regarde du catch, on ne regarde pas du foot. En matière de conflit d'intérêts, quel est le terme exact utilisé? Avéré ou supposé, je crois que c'est à peu près ça. Donc le doute à soi seul est un élément qui fait état du conflit d'intérêts, même s'il n'y a pas de preuve, parce que vu par des tiers, il y a doute. C'est exactement la situation que vous décrivez pour la menace qui existe pour le sport. Mais surtout monsieur le député, pensez que le football, que ça plaise ou non, est devenu un produit, et que ce produit doit être vendu. Et qui va acheter le produit s'il y a un doute sur l'authenticité de ce produit? Tout le problème est là. Moi, j'ai plusieurs questions à vous poser là de suite, un peu pour voir un peu sur quoi ça pourrait déboucher si on arrivait à légiférer, enfin, ce qui est l'intention. Bon, d'abord, première chose, est-ce que la question, c'est seulement la multipropriété en termes de propriété telle qu'elle, ou en réalité la multifinanciarité? Je veux dire par là que, est-ce qu'un financier qui n'est pas propriétaire d'un club, mais qui a investi,
Est-ce que le problème n'est pas aussi important à partir du moment où il est aussi le financier d'un autre club? Et comme vous l'avez dit, c'est lui qui finance. Est-ce que là, il n'y a pas quelque chose en termes de définition? Et derrière, ça renvoie un peu à la question que vous posiez tout à l'heure, mais je ne suis pas sûr qu'on arrive. Vous disiez, finalement, vous citiez un bon cas de multipropriété, parce que si je comprends bien, c'est lié à une personne physique qui fait peut-être ça par passion, j'en sais rien, je ne connais pas le... Enfin bon, on va dire ça comme ça. Et puis, à côté de ça, d'autres mauvais cas qui étaient plutôt liés au fonds de pension, et avec des intérêts financiers derrière, etc. Bon. Donc, c'est une deuxième question. Est-ce qu'on pourrait arriver à définir qu'il puisse y avoir une bonne et une mauvaise multipropriété, ou alors est-ce que le concept même est tellement vicié qu'importe finalement que dans un cas, on élimine une bonne multipropriété, mais il vaut mieux interdire tout ça. Il y a l'histoire aussi qui revient souvent d'une même compétition, c'est-à-dire chacun comprendra que ce n'est pas admissible dans une même compétition. Mais à partir du moment où on est dans un même cadre fédéral, par exemple des clubs qui concourent qui sont dans la même ligue professionnelle française, ou des clubs qui sont dans la même ligue européenne, est-ce qu'on ne peut pas considérer, même s'ils ne sont pas dans la même compétition au niveau stricto sensus, que de facto ils sont dans une même compétition globale où les transferts vont influer les uns les autres? Vous voyez ce que je veux dire? Non, bien sûr. Bon. Donc ça, c'est une autre question que je souhaitais vous poser. Et la dernière, je reviens, Marc l'a posée, mais je reviens comme là-dessus, parce que c'est tout le problème de comment on fait pour avoir des fonds propres, et comment on fait pour que le football français, par exemple, si on interdit la multipropriété, puisse continuer à vivre. Et je sais que la question se pose en ce moment en Allemagne, parce qu'en Allemagne, il y a très peu de multipropriété. Et notamment, il y a très peu de multipropriété, voilà, en lien avec l'article 50, avec le 51. Bon. Mais je sais qu'en Allemagne, on a vu quelqu'un l'autre jour de Limoges, de l'université de Limoges, comment il s'appelle ça, nous disant qu'il commence à y avoir quand même des voix qui disent bon, ok, on est un peu désavantagé quand même, donc etc. Donc comment on fait pour prendre une décision d'abord en France, mais que on n'appauvisse pas tous les clubs français, voilà. Alors, sur votre première question, je la trouve excellente dans la mesure où vous avez complètement raison. Il y a ces fonds d'investissement, ce n'est pas toujours des fonds de pension, ces fonds d'investissement investissent ou prêtent à des clubs. Il est essentiel qu'au niveau européen, et je pense très sincèrement que la loi, on peut la porter ici, ça peut être une loi nationale, il faudra qu'elle soit de toute façon européenne. De toute façon. Mais ces fonds, il y a des fonds d'investissement, il faut que les clubs publient la liste complète de leurs investisseurs, jusque tout en haut de la pyramide économique. Si vous êtes détenu par un fonds d'investissement, qui sont les investisseurs dans ce fonds d'investissement et qui vous prête de l'argent? Est-ce que, je donne un exemple complètement factice, est-ce que Goldman Sachs vous prête de l'argent à Toulouse, mais est aussi investisseur à Troyes? C'est complètement factice, mais on a besoin de le savoir. Il y a une grosse probabilité que le bras gauche n'influe pas sur le bras droit, mais c'est quelque chose que les gens ont le droit de savoir, et c'est quelque chose aussi qui nous permettrait de comprendre parfois quelques conflits d'intérêts. Donc vraiment, cette cartographie des investisseurs, cette identification des investisseurs et des prêteurs, c'est quelque chose d'essentiel. C'est vraiment cette transparence sur qui détient nos clubs, qui finance nos clubs, c'est absolument essentiel. Là, je suis absolument d'accord avec vous. Concernant l'interdiction des fonds de pension, l'interdiction, mais en multipropriété, je comprends. Pour les interdire tout court, mais Non, ça, j'entends bien. J'entends ce que vous dites. Mais le problème, c'est sur la multipropriété, regardez combien ça vous coûterait. Imaginons le temps que ça prendrait et combien ça coûterait à un investisseur qui a déjà investi en multipropriété, si la multipropriété venait à être interdite, de céder
son club. Déjà d'une, je ne suis pas sûr qu'il y aura un marché, parce que les ventes de clubs, il y a des clubs qui sont en vente depuis 3, 4, 5, 6 ans, et surtout, au point de vue local, les gens se retourneraient contre vous et vous diraient, mais attendez, monsieur Coquerel, vous êtes bien gentil, mais là, maintenant, depuis que vous avez interdit ça, mon investisseur, il ne met plus un rond. Il va mettre 1000, 1500 emplois, détruire 1000, 1500 emplois, parce qu'il y a des emplois indirects, et nous, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? Donc, je comprends complètement ce que vous dites, mais à mon sens, et ce n'est pas du tout une volonté de protéger les fonds d'investissement ou quoi que ce soit, qui de toute façon seront punis parce qu'ils perdront tout, mais c'est d'être pragmatique. C'est-à-dire que si vous n'avez pas une solution alternative, les interdire, les réguler fortement, oui, ça, aucun problème. Interdire les mouvements intra-club, oui, mais interdire la multipropriété, la vider de sa potentielle substance nocive, oui. Mais l'interdire, très franchement, je pense que vous n'avez pas les arguments économiques en face. Attendez, allez plus loin, parce que nous, on va légiférer. Donc vous dites qu'on ne peut pas interdire la multipropriété. Ah mais si, déjà d'une, juridiquement. On peut le faire, juridiquement, mais vous dites que c'est quelque chose... Ça coûterait trop cher. Alors, vous dites, alors vous avez utilisé une autre expression, vider la multipropriété, en gros, de ses dangers. Alors, comment on fait? Par exemple, moi, je pense que la première mesure à prendre, c'est d'interdire les mouvements de joueurs, de personnel, entre clubs d'une même propriété. C'est-à-dire que ce seraient deux entités complètement indépendantes, ou alors de la limiter, de dire il ne peut y avoir aucun transfert d'argent entre deux mouvements, il peut y avoir un nombre de prêts qui de toute façon est de facto limité. Je crois que ça va tomber à 6 la saison prochaine entre un club et un autre. Et comment? Moi, c'était 8, 7 et 6 désormais. Et les joueurs de moins de 21 ans n'étaient pas... Mais ça, en France, on peut le limiter à 2, par exemple, si vous voulez. Mais c'est justement de vider ça de toute sa substance, si vous voulez, ses possibilités de détournement du fair play financier, des règles de la DNCG. C'est la transition. Admettons qu'il y ait deux clubs français détenus par la même personne. C'est impossible. En France, il ne peut pas y avoir de multipropriété française. C'est l'article du Code du sport qui a été mentionné par... Mais il y en a. Ah non? En France? Non, 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 pas du tout. Il n'y a aucun investisseur français. Il n'y a pas de multipropriété en France. En tout cas, je n'en connais pas. Ah, je ne connais pas un actionnaire qui a deux clubs français. Donc le problème se pose. Exactement. Mais en France, alors, il y a eu une rumeur comme à l'époque Saïd Chaban, qui était actionnaire d'Angers, aurait eu des parts à Tours, mais qui était vraiment dans les bases divisions. Moi, en France, ça n'existe pas. Et c'est pour ça que je vous dis, il faut taper. La multipropriété en France, l'interdire, elle n'existe pas, elle est déjà de ce fait interdite. Il faut taper au niveau européen, ça c'est essentiel. Et on peut aussi agir en coopération, je ne sais pas comment ça s'articulerait juridiquement parce que je ne suis pas avocat, avec la Fédération française, avec la Ligue, pour drastiquement en fait, réduire ces règles de multipropriété. Mais ça se fera au niveau européen ou ça ne se fera pas. Parce que vous ne pouvez pas légiférer en France sur quelque chose qui n'existe pas. D'accord. Non, attendez, si, on peut quand même, parce que il se trouve que moi, j'ai demandé à la ministre qu'elle donne clairement sa position sur le code du sport par rapport à la multipropriété possible entre des clubs en France. Et pour l'instant, elle ne me l'a pas donné. Donc, moi, je crois que ça ne mange pas de pain, puisque vous me dites que ça n'existe pas, donc ça ne mange pas de pain de l'écrire dans la loi. Ah, mais ça, mais alors, si en plus ça sert de base à une loi de socle à une loi européenne, parfait. Si vous allez l'apporter, ou votre groupe va l'apporter, ou un groupe transpartisan français va l'apporter, mais c'est justement juste ça. que je comprenne bien. Ce que vous dites, c'est, ok, bon, par exemple, on peut avoir un article qui rappelle que la multipropriété est interdite dans une même ligue nationale, par exemple. D'accord. Bon, ça peut être un élément. Ouais, c'était le cas par exemple en Italie où je crois qu'il y avait un même multipropriétaire dans la même division et c'est le propriétaire de la Lazio qui a dû vendre Salerne qui est monté en série. Deuxièmement, vous vous dites après pour ce qui est multipropriété, là cette fois-ci transnationale, là il faut agir sur la question des mouvements entre clubs. Ouais. D'accord, c'est ce que j'ai compris. Hein. Bon. Et par un certain nombre de choses qui peuvent la réguler, ou en tout cas peut-être même lui faire perdre son intérêt au bout d'un moment. Exactement. Il faut la vider de son. Il faut être plus malin.
En fait, il faut anticiper les détournements des règles. Et c'est exactement ça. Il faut être plus malin qu'eux et il faut la vider de son sens. Parce que très franchement, la multipropriété, si vous interdisez les mouvements de joueurs, il y a beaucoup plus d'investisseurs qui vont dire ouais, bon, dans ce cas-là, moi, quoi ça me sert? Le vrai risque du mouvement de joueur, ce n'est pas le mouvement de joueur en tant que tel, c'est une surévaluation du prix du joueur. Ou une sous-évaluation, oui. Une sous-évaluation, bien sûr, qui permet de sauver un club ou de renforcer un club de manière artificielle, etc. Le changement de joueur, quand il s'agit d'un Congolais qui passe d'un club italien à un club français, c'est pas en soi un problème. Non, c'est pas en soi un problème, mais si vous voulez, avec l'essor de la multipropriété, il faut... Alors, je vais vous donner un chiffre. En 15 ans, on est passé de 10 clubs en multipropriété à 200. C'est-à-dire qu'il y a potentiellement, parce que c'est un risque, c'est pas tout le temps avéré, l'équivalent de 10 Ligue 1 en termes de nombre de joueurs, 5000 joueurs qui sont sortis du marché libre, du marché de libre-échange des joueurs, et qui pourraient en priorité s'échanger entre clubs d'une même multipropriété. Est-ce que vous imaginez, pour l'image et pour le business du foot, si il y avait un accord pour le transfert de Kylian Mbappé entre le PSG et Manchester United? Mais ce serait... Voilà. Donc, et pour revenir sur votre question sur l'Allemagne, ils ont cette règle du 50+1, mais il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent pour... il y a une vraie opposition entre les supporters, les fans et les actionnaires et les investisseurs. D'ailleurs, c'est assez notable qu'il y a eu... Je ne sais pas si vous êtes au courant de CVC, enfin du fonds qui a investi pour... Il y avait exactement la même chose en Allemagne. Les clubs étaient majoritaires pour l'entrée d'un fonds d'investissement pour la commercialisation des droits, mais ils n'ont pas atteint la majorité des 2/3. Donc, il n'y aura pas pour l'instant de fonds d'investissement qui va créer une société commerciale pour commercialiser les droits du championnat allemand, mais il y avait une majorité qui était pour le faire. C'est quand même un sacré... Mon collègue Christophe Lepetit, il avait raison, c'est quand même un sacré message d'alerte. Si les Allemands, les digues en Allemagne commencent à sauter, il y a eu Red Bull, il y a un fonds, d'ailleurs, je crois que c'est 777 qui est à Augsbourg, ou un autre fonds qui est à Augsbourg. Il y a Kaiserslautern qui est en multipropriété. Si en Allemagne ça commence à sauter, c'est qu'il faut commencer à s'inquiéter. Comme quoi, il faudra s'inspirer du modèle allemand au foot. Ok, j'ai une dernière question à vous poser. Et puis, si mes collègues n'ont pas d'autres, on arrêtera là. Bon, moi, très clairement, la question de la multipropriété pose pour moi la question de la financiarisation du foot. C'est-à-dire une disproportion en réalité entre la réalité économique d'un sport et puis les investisseurs qui viennent derrière avec des bulles spéculatives et tout ça, qui me semble même à terme pouvoir causer des risques pour le sport lui-même. Bon. Quelle autre mesure pourrait être mise en place, au moins pour réguler ça, d'un point de vue national, au-delà qu'est-ce que vous imaginez possible? Alors, en tant que financier, et encore une fois, j'ai une vision assez pragmatique, puisque je suis amoureux du foot, je travaille avec des fonds d'investissement, et je suis très franchement assez neutre politiquement. Il y a deux mesures qui seraient absolument essentielles, et qui, pour moi, devraient être mises en place. C'est un salary cap, donc en fonction des revenus générés, c'est-à-dire qu'un club ne pourrait pas, pour garantir la pérennité, ne pourrait pas, la masse salariale d'un club serait plafonnée à un montant des revenus qui serait stable pour tout le monde. Donc si ça ne pénaliserait pas forcément le PSG, parce que bien évidemment, si le PSG génère 24 milliards de chiffre d'affaires, il pourrait accorder X% en fait, ça, alloué au salaire. Pareil pour les dépenses, que les dépenses soient en fonction des revenus, et un ratio d'endettement maximum en cas de reprise pour les clubs de foot, où la dette ne pourrait pas excéder une certaine valorisation du club. C'est-à-dire que ça ne découragerait, les investisseurs sérieux ne seraient pas découragés. On pourrait imaginer qu'en cas de reprise d'un club, pour amorcer la pompe en phase d'investissement, pendant 2-3 ans, on accorde un statut dérogatoire, en se disant, bah, écoutez, d'accord, mais moi, mes revenus, je vais les générer dans 2-3 ans parce que je vais acheter des joueurs, je vais développer le marketing. D'accord, pendant 2-3 ans, ce serait plafonné à 120%
de vos recettes, mais au moins on aurait des règles très strictes de gestion financière, définies, connues de tous, qui décourageraient les inconscients, mais qui inciteraient les responsables. Parce qu'il ne faut pas croire. Les fonds d'investissement, ils ont aussi besoin de visibilité, ils ont aussi besoin de justice, et ils ont besoin que tout le monde joue avec les mêmes règles. Donc si quelqu'un vient dans une ligue, imaginons, soyons fous, une meilleure répartition, plus juste, des droits télé, et des règles où si tout le monde joue selon les mêmes règles, moi je suis investisseur, je me dis, ah bah finalement c'est pas mal en fait. C'est-à-dire que je peux être potentiellement récompensé. Le voisin, même s'il a plus d'argent, on va tous jouer selon les mêmes règles, et j'aurai une ligue de football qui commercialise les droits, qui récompensera bien évidemment les plus populaires et les meilleurs, mais n'oubliera pas certains clubs, ne laissera pas certains clubs au bord du chemin. Moi, c'est vraiment des mesures de bon sens. J'invente absolument rien. Okay. Mets ton micro si tu peux poser une question. Là, c'est une ignorance de ma part. Donc, j'ai bien entendu votre propos. Les droits télé ne sont pas répartis également entre les clubs de Ligue 1, mais il y a ces traits. On survalorise les plus gros, quoi. En fait, quand on les survalorise, c'est pas forcément dérangeant, ça arrive partout. Mais là, ils sont vraiment beaucoup trop survalorisés. C'est-à-dire que de plus en plus, il y a un critère de notoriété qui rentre en jeu. Est-ce que les ligues ne font pas ça parce qu'elles vivent dans la hantise du retrait des clubs principaux au niveau européen, qui constitueraient leur propre championnat, et de ce fait, pour les garder, on leur accorde quelques privilèges? Mais en fait, si vous voulez, c'est la fameuse théorie, la fumeuse même théorie de la locomotive. C'est-à-dire qui n'a jamais fonctionné en France. C'est-à-dire qu'on donne toujours plus aux gros en se disant, mais de toute façon, si les gros... Non, mais je n'ai pas envie de rentrer en fait dans ces considérations, mais je vois très bien où vous voulez en venir. Mais c'est que dans le cadre du football, on donne toujours plus aux gros en espérant que les gros réussissent en Europe et après que ça rejaillisse sur les autres. Sauf que d'une, on ne réussit pas en Europe et de deux, ça n'a jamais rejailli sur personne. Donc, et on ne prend pas exemple sur le Royaume-Uni, qui est quand même le pays le plus libéral, mais qui a créé la ligue la plus redistributrice et la mieux vendue du monde. Donc la théorie... Exactement. Et le fait est que donc la locomotive manque quand même de charbon pour avancer. C'est quand même quelque chose de très éculé et de très obsolète, si vous me demandez. Ok, bon, je propose qu'on arrête là. Merci en tout cas. Merci à vous. Peut-être qu'on reviendra vers vous, par voie écrite en tout cas, au moins, pour affiner notre proposition. À vos dispositions. Merci pour les pistes. Merci.